Fait. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Guillaume Touga, je suis un tout nouveau candidat à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Ça a déjà l'air de faire longtemps pour moi, mais l'été dernier, j'ai été stagiaire et assistant de recherche à Amos sous la direction de Miguel Montoro Hirona et de Philippe Marchand. À partir de l'automne passé, j'ai travaillé en plus à temps partiel sur la création d'un modèle de validation des séries dendrochronologiques dans le temps et je vais vous parler de ce projet-là aujourd'hui. Le titre du projet, c'est donc valider les épidémies forestières par la dendroécologie vers un modèle de validation du processus d'interdatation. Je vais me présenter un peu d'abord. Je viens de finir mon bac en écologie à l'Université de Sherbrooke en décembre 2021 et je suis passé à la maîtrise aussi à Sherbrooke tout de suite après. Mon projet, ça porte sur la télédétection des stades d'infection par la maladie corticale du hêtre à partir d'imagerie hyperspectrale. Vous pouvez deviner un peu que mes intérêts sont sur l'écologie des communautés, la télédétection et la phytopathologie forestière, tout ça dans la perspective des changements climatiques à venir. Donc, mon expérience de recherche à l'UQAT, ça m'a permis de développer cet intérêt-là envers la phytopathologie. L'été dernier, quand j'ai rencontré Miguel et Philippe, mes superviseurs, j'ai travaillé sur plusieurs projets de recherche, dont le projet d'Anoche-Soubedi sur la modélisation des épidémies de tordeuses de bourgeons dans le sud du Québec. En tant que stagiaire, j'aurais pas vraiment pu demander mieux comme stage au GREMA. C'était mon premier contact avec le secteur forestier. J'ai appris tout plein de choses intéressantes. J'ai même eu l'occasion de me rendre sur le terrain souvent et de constater moi-même les impacts des insectes défoliateurs sur les écosystèmes boréaux. Surtout, j'ai pu observer la splendeur de la belle région abitibienne. Je suis vraiment tombé en amour avec la région. J'ai fait des super rencontres avec notamment 8 autres stagiaires avec qui j'ai partagé l'été, des étudiants avec qui j'ai travaillé comme Anoj, Michel, Léa, mes professeurs et les habitants d'Amos qui étaient toujours super chaleureux. Tout ça avec une ambiance super conviviale sur le campus en plus. Maintenant, si on passe au vif du sujet, c'est quoi la dendroécologie? Mais c'est l'application pratique de la dendrochronologie, qui est l'étude de la formation des cernes de croissance dans le bois d'un arbre sur une base temporelle pour qu'on puisse obtenir des informations de l'historique d'un site forestier. Mais c'est quoi qui cause l'apparition des cernes de croissance? C'est la variabilité des conditions de croissance dans le temps, en fait. Comme si on veut un exemple, en été, la croissance va être plus rapide qu'en hiver, en forêt boréale et dans d'autres sortes de forêts aussi, parce que l'arbre reçoit beaucoup plus de lumière, donc plus d'énergie est disponible pour la croissance. Le phénomène, c'est donc lié assez étroitement à la variabilité saisonnière du climat, au changement de luminosité, aux épidémies d'insectes, aux événements naturels comme les feux de forêt, les sécheresses, mais aussi à n'importe quel autre événement qui peut affecter la disponibilité en énergie et en nutriments qui sont alloués à la croissance. Donc, au Québec, la dendro s'est utilisée depuis plusieurs années en recherche forestière, notamment pour faire le suivi de la croissance de la biomasse en forêt, mais aussi pour une panoplie d'autres tâches parce que c'est assez versatile comme méthode quand ça concerne l'historique des forêts. On peut percevoir aussi des impacts des épidémies forestières sur cette croissance-là avec la dendro. Notamment, en gréement, on étudie beaucoup la tordeuse de bourgeons de l'épinette. J'ai consacré mon stage l'été passé à Amos. Par contre, il y a un problème de crédibilité qui existe pour décrire les impacts des épidémies parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent interagir avec la croissance en même temps. Donc, c'est peu difficile de les départager des fois. Donc, il y a un autre problème qui persiste dans le domaine, c'est le besoin d'une interdatation qui est fiable. L'interdatation, c'est quoi? C'est un procédé qui peut être, de un, assez laborieux quand c'est fait manuellement, mais c'est le positionnement des séries de cernes de croissance dans le temps sur un axe du temps, un axe chronologique. Donc, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des années repères avec des événements naturels majeurs connus qui permettent d'assigner chaque cerne de croissance à une année réelle, comme par exemple 1982. Mais un problème fréquent en dendro, c'est le manque de clarté parmi les cernes ou certaines incohérences qu'on peut relever dans la croissance qui sont liées à un événement localisé dont on n'avait pas connaissance, par exemple la foudre ou quelque chose comme ça. Donc, notamment, les épidémies et les sécheresses sont de plus en plus fréquentes avec les changements climatiques. On a un grand besoin, de plus en plus grand, de lier les cernes rapidement aux années qu'elles représentent pour pouvoir tirer de l'information concrète qui concerne les impacts des changements climatiques sur la croissance. Donc, ici, on a voulu automatiser le processus d'interdatation, un peu comme Duchesne et ses collaborateurs l'ont fait en 2017. Ce qu'ils ont fait, c'est d'utiliser les ressemblances entre les séries dendrochronologiques qui n'étaient pas interdatées, donc qui n'étaient pas référencées dans le temps,
pour simuler le processus d'interdatation et les lier entre elles dans le temps selon leur cohérence. On utilise seulement des épinettes noires et le but principal de l'étude, c'est d'améliorer, bien sûr, la rapidité et la taille des suivis sur l'historique des forêts québécoises. Donc, on garde cet objectif-là en tête, nous autres aussi, pour notre projet. Et notre idée de base, dans le fond, c'est de déterminer des seuils de corrélation entre les peuplements qu'on a pour simuler le processus. Et nous, on utilise donc des arbres qui ont déjà été référencés, validés dans le temps. C'est ça la différence majeure de notre méthode avec celle de Duchesne. Lui, il utilise seulement la cohérence entre les séries. Nous, on se base sur des peuplements de référence qui sont déjà concrètement là. Donc, l'objectif du projet, c'est de créer un modèle qui va identifier significativement les séries d'endroits chronologiques qui sont erronées, basées sur la corrélation de la croissance annuelle avec la distance. Par rapport à ça, on a trois hypothèses et suppositions. La première étant qu'on s'attend à une diminution de la corrélation entre les séries d'endroits chronologiques si on augmente la distance entre deux arbres. La deuxième, c'est qu'on s'attend à une diminution de la corrélation entre les séries quand on retrouve une erreur dans une série, quand c'est pas bien référencé, interdaté. Et la dernière, c'est que les conditions environnementales vont varier de plus en plus si on augmente la distance géographique entre deux arbres, donc que la corrélation dans la croissance va diminuer entre les arbres. Donc, pour atteindre l'objectif, on a utilisé les données d'épinette blanche de la base de données d'endoécologiques de Jardon et collaborateurs sur la prévalence de la tordeuse de bourgeon dans le sud du Québec. Et ça constitue 78 467 cernes qui proviennent de 631 individus. C'est assez impressionnant comme nombre. Donc, on n'était pas gêné d'utiliser ça comme, comme données pour notre étude. C'est en masse d'échantillonnage. Donc, on a utilisé cette base de données-là comme référence, puisque chacune des séries, ça avait déjà été interdaté au préalable, c'était parfait pour nous. Et par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit une matrice de corrélation pour la croissance annuelle de chaque paire d'individus. Donc, on voyait la correspondance entre la croissance de chaque individu. Et on a fait la même chose avec une matrice de distance. Et la matrice de corrélation qu'on a faite était basée sur la méthode de Spearman. Donc, après le calcul des corrélations, on a induit des erreurs aléatoires dans une série référentielle qui avait été interdatée avant. Et là, ce que ça fait, c'est qu'on a simulé un décalage de 1 an, comme si on s'était trompé d'1 an dans la séquence avec la chronologie. Donc, après ça, on a fait une nouvelle matrice de corrélation et qu'on a calculée, puis on a comparé les corrélations en fonction de la distance pour les séries validées et pour celles avec l'erreur qui a été induite. Donc, la localisation des partiels tirés de l'étude de Jardon sont ici. On les voit un peu partout dans le sud du Québec, notamment en haut à gauche dans la région Mauve, en Abitibi, dans les forêts centrales du Bouclier canadien et de l'Est du Canada. Donc, le projet n'est pas encore terminé parce que c'est une étude sur laquelle je travaille dans mes temps libres pendant la maîtrise, mais on a quand même des résultats intéressants préliminaires à vous présenter. Donc, chaque point dans le graphique ici qui a l'air compliqué un peu, c'est une paire d'arbres qui possèdent des caractéristiques dendrochronologiques différentes. Et dans le graphique ici, on voit la corrélation de la croissance annuelle de chacune de ces paires d'arbres-là avec la distance qui les sépare. Donc, ce qu'on peut voir ici, notamment, c'est la différence entre la corrélation pour les séries interdatées, donc vérifiées, qui sont en rouge, et celles où l'on a induit une erreur en jaune. On voit aussi qu'il y a une diminution de la corrélation de la croissance pour deux arbres quand la distance augmente entre eux parce que les courbes sont en train de descendre. Il y a une limite claire de notre première version de l'approche qui est qu'on considère seulement la corrélation en fonction de la distance, plutôt qu'avec d'autres facteurs de similarité comme le climat ou le sol. C'est sûr que ça n'invalide pas notre méthode, mais ça réduit potentiellement un peu sa puissance. Mais une fois que tout le modèle va être calibré, complété, puis qu'on va confirmer que ça fonctionne, on va pouvoir songer à le complexifier avec ces facteurs-là, donc c'est pas perdu. Bref, il nous reste à tester la significativité de nos résultats, mais ça semble déjà assez prometteur et impressionnant. En conclusion, la méthodologie indique un fort potentiel pour atteindre notre objectif. Comme prévu, nos résultats semblent confirmer nos hypothèses et nos suppositions. Donc, la première étant qu'il y a une diminution de la corrélation dendrochronologique entre les arbres avec la distance. La deuxième, la diminution de la corrélation entre séries quand il y a une erreur. Et finalement, qu'il y a une augmentation de la variabilité des conditions environnementales avec la distance. Donc, la prochaine étape majeure dans l'étude va être d'établir un seuil pour pouvoir accepter ou rejeter des séries dendrochronologiques qu'on va avoir selon la corrélation avec nos séries de référence et donc d'appliquer la situation. Et pour nous, bien sûr, ce serait vraiment intéressant de publier tout ça bientôt. Donc, merci à tous nos partenaires, aux stagiaires avec lesquels j'ai pu travailler l'été passé, aux étudiants gradués, Anna, Michel. Merci à Philippe et Miguel, mes superviseurs, pour leur appui pendant le projet. Et au plaisir de vous revoir lors de la présentation des résultats finaux. Donc, merci beaucoup.